Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la quantité de plastique qu'on ingère ? Alors des chiffres sont sortis, ils peuvent être controversés, mais on parlait à peu près de 5 grammes de plastique ingérés par semaine. Chaque semaine, sans le savoir, vous ingérez également cette même carte de crédit. On parle de microplastiques lorsque ces particules font moins de 5 mm et même de nanoplastiques lorsqu'elles sont inférieures à 1 micromètre. Nanoplastique, son. Ils se cachent dans nos bouteilles, dans nos vêtements, dans nos bâtiments, dans presque tous les objets que nous utilisons. Les plus petits réussissent à pénétrer dans le sang et une fois que les microplastiques sont arrivés dans le sang, ils peuvent se diffuser dans l'ensemble des organes. À minima, l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Moi je pense qu'on est à une poupée Barbie par semaine à peu près. Comme elle y va. Qu'ils contiennent 100% de matière végétale ou intègrent une part d'origine fossile, les bioplastiques sont toujours totalement biodégradables. Ça sent l'embrouille à plein nez. Un plastique biosourcé n'est pas forcément biodégradable. Tous les secteurs en ont besoin, le secteur militaire, le secteur de la santé. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. Au bout du compte, c'est une guerre de l'information. Je suis Aurélie Poquet, experte en intelligence économique et chercheur associée au centre de recherche de l'école de guerre économique CR 451. En 2024, le CR 451 a décidé de réaliser une analyse sur les guerres économiques du plastique et des composites. Donc à l'occasion de la rédaction de cette analyse, de ce rapport d'analyse, nous avons observé des confrontations informationnelles qui nous ont amenés à réaliser une deuxième analyse, cette fois sur les confrontations informationnelles autour du plastique. J'ai réalisé des recherches en sources ouvertes, en partant du principe de réversibilité des sources pour que chacun puisse vérifier les informations qui étaient diffusées dans le rapport et qui nous ont permis donc de réaliser ces analyses. Ces deux rapports n'ont pas de vocation scientifique. On est vraiment dans l'analyse des logiques de guerre économique et des confrontations informationnelles, mais à aucun moment le CR 451 ne prend position sur les aspects toxiques ou pas du plastique. On analyse plutôt comment les études scientifiques, ou en tout cas dites scientifiques, sont utilisées par les parties prenantes, par différents acteurs. Les antiplastiques regroupent plusieurs acteurs. Il y a les organisations environnementales, donc beaucoup d'ONG, des associations, des militants qui agissent de manière individuelle par la publication d'ouvrages. Au sein de ces acteurs antiplastiques, on va distinguer les antiplastiques assez radicaux et ceux qui sont plus modérés. Ceux qui sont contre la pollution plastique, qui luttent contre la pollution plastique, et ceux qui sont plutôt contre le matériau plastique en lui-même. Il y a une distinction qui me semble important de faire parce qu'on a tendance à un petit peu tout mélanger dans les industriels. Il y a les industriels de la plasturgie. Les industriels de la plasturgie, ce sont les transformateurs de plastique. Il y a à peu près 2900 entreprises en France qui constituent à peu près 120 000 emplois. Avant la transformation des plastiques, il y a les industriels de la pétrochimie, donc ceux qui produisent les monomères et les polymères. Et après la transformation du plastique, il y a ce qu'on appelle les metteurs en marché. Donc ce sont les marques, type Coca-Cola, Unilever, Danone, qui mettent sur le marché les produits plastiques. Et à la toute fin, il y a évidemment les gestionnaires de déchets, type recycleurs. Et ces industriels n'ont évidemment pas les mêmes intérêts. En tout cas, les enjeux ne sont pas les mêmes. Effectivement, la production de plastique reste un intérêt commun pour ces trois types d'industriels. En revanche, les enjeux sont considérablement différents, les capacités financières également. Donc on est vraiment sur des profils différents. La Chine figure en première place des producteurs de plastique dans le monde, suivi des États-Unis et du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite. Le rapport met en évidence une dépendance de l'Europe vis-à-vis et des États-Unis et de la Chine, ce qui crée bien évidemment une vulnérabilité pour sa production de plastique. Au sein de l'Europe, l'Allemagne est aujourd'hui leader dans la production de plastique et également dans le recyclage, elle figure dans le top 5, ce qui évidemment amène des rivalités entre pays. L'Allemagne, par exemple, mène certaines stratégies
de guerre économique. Ces stratégies ont pu être observées à l'occasion des négociations du règlement PPWR en 2024. L'Allemagne s'est alliée à l'Italie pour faire adopter des mesures qui soient plus favorables à leur politique industrielle, notamment sur le recyclage. Certaines mesures concernant le réemploi ont été revues, des exceptions également ont été instaurées. Et cet exemple d'alliance entre l'Italie et l'Allemagne illustre parfaitement la guerre économique, cette fois par la norme. Outre l'exemple de ces deux États, Italie-Allemagne, on peut également observer des alliances entre acteurs privés, comme par exemple entre McDonald's et le PPA qui représente le secteur des papiers-cartons en Europe. Ces deux acteurs se sont alliés, ont publié des rapports, ont créé des sites internet pour faire pencher, on va dire, certaines mesures en leur faveur. Dans le cadre de cette campagne menée par McDonald's et le PPA, certains parlementaires se sont plaints de pression. Par exemple, certains ont reçu des tracts sur leur bureau, d'autres des tracts sur leur porte de bureau, ce qui reste une technique assez intrusive. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que l'industrie plastique européenne, c'est 12% du plastique mondial. C'est 12%, toute l'industrie plastique européenne. La France, c'est à peu près 9 et des brouettes % de ce 12%. Donc ça fait à peine 1%. La Chine, déjà, à elle seule, produit plus de plastique que toute l'Union européenne et que les États-Unis réunis. Aujourd'hui, on a effectivement perdu des entreprises. On a été 4000 entreprises à peu près une vingtaine d'années. Là, on est à 3000. L'emballage plastique, d'ailleurs, il faut le savoir, c'est l'un des secteurs qui se porte le moins mal dans les secteurs du plastique, malgré les dernières années qu'on a eues, le bashing, etc. Le Covid, effectivement, a montré l'intérêt de l'usage unique. Tout le monde voulait quelque chose d'emballé, les rayons vrac étaient fermés, etc. Mais aujourd'hui, l'industrie plastique, si on prend parce que le plastique, l'emballage, c'est 40%, le bâtiment, c'est 20%, l'automobile, c'est à peu près 10%. Après, vous avez d'autres secteurs aussi, militaire, médical. Et aujourd'hui, par exemple, la partie automobile est complètement saccagée. Je veux dire, dès lors qu'il n'y a plus d'industrie automobile, on va dire, puissante en France pour une fabrication en France, les plasturgistes qui sont des sous-traitants, automatiquement, ils ne vont plus produire des pare-chocs. Je suis biochimiste de formation. J'enseigne la transformation des aliments à l'Institut universitaire de technologie de Montpellier. Et en parallèle, donc je fais de la recherche. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille au sein de la chaire Copac. Le seul producteur aujourd'hui, quand vous cherchez un PHA ou du PHBV, vous vous tournez vers du PHBV chinois. Le PVAT, c'est celui qu'on va retrouver dans les sacs, dans les films souples et notamment dans les sacs à biodéchets par exemple. Donc oui, évidemment, eux, ils ont continué à travailler sur ces matériaux-là. Et je sais qu'il y a beaucoup d'industriels avec lesquels on travaille qui se sont maintenant tournés vers le marché américain. Et en face, il y a les pays dont l'économie est complètement basée sur les produits pétroliers. 99% des plastiques sont fabriqués à partir de pétrole. Et donc, ce sont les pays du Golfe qui ne veulent pas changer ce modèle économique. C'est eux aussi qui bloquent sur les négociations sur le changement climatique. Les opposants au plastique utilisent certains éléments de langage, certains arguments, comme l'omniprésence du plastique, sa toxicité. Aujourd'hui, alors qu'avant on parlait de pollution, une pollution qui était visible, aujourd'hui on parle des effets invisibles, enfin du côté insidieux, notamment via les microplastiques et les nanoplastiques. Un terme également très utilisé, c'est la déplastification, donc qui vise finalement une réduction drastique de la production de plastique. Les opposants au plastique émettent également des critiques vis-à-vis des bioplastiques et du recyclage qu'ils qualifient de fausses solutions. Une majorité appelle également au principe de précaution.
De l'autre côté, les principales thématiques abordées par les industriels concernent plutôt l'innovation, le progrès, le coût du plastique qui est beaucoup moins cher que d'autres matériaux. Pour certains usages, on ne peut pas utiliser d'autres matériaux. On cite souvent l'exemple de la seringue, puisqu'aujourd'hui, comment faire autrement que d'utiliser une seringue en plastique. Et puis, le fait également que, en tout cas en Europe, les plastiques sont extrêmement normés. On va évoquer ce fléau, cette engeance, qui est le plastique qui envahit tout. Alors, l'équivalent, ça c'est quand même un truc fou, 5 grammes de plastique, nous ingérons 5 grammes de plastique, l'équivalent de cette carte par semaine. Ça, c'est le fruit d'une étude de 2018. C'est pire, 6 ans après. Absolument. 6 ans après, vu que chaque année, l'augmentation est là, aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Moi, je pense qu'on est à une poupée Barbie par semaine, à peu près. Là, je vois qu'effectivement, Rosalie Mann fait référence à la campagne de WWF, selon laquelle nous ingérions 5 grammes de plastique par semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. En fait, cette campagne a été lancée en juin 2019, dans un premier temps par la publication d'un rapport qui se fonde sur les données d'une université australienne. WWF a fait un communiqué de presse avec une pétition demandant à ce qu'effectivement un traité international contre la pollution plastique soit signé. WWF a à peu près une centaine de bureaux dans le monde. Donc la campagne, finalement, a commencé à prendre une dimension internationale, mondiale. Suite à ce communiqué de presse, WWF a lancé sur sa chaîne YouTube, a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo assez courte avec des visuels et des slogans très parlants. Ils ont repris l'image de la carte de crédit, mais pas seulement. C'était on mange un cintre par mois. Différents types d'illustrations pour finalement susciter une réaction de la part, évidemment, des auditeurs, des lecteurs sur cette problématique. Là, Rosalie Mann parle d'une poupée Barbie par semaine, donc ça veut dire qu'on passerait de 5 grammes pour la carte de crédit à peu près 200 grammes pour une poupée Barbie. On peut émettre certains doutes quant à cette affirmation de sa part. Certaines études, certains acteurs également se sont exprimés sur le fait que les 5 grammes étaient une extrapolation, qu'en fait le chiffre annoncé par l'université de Newcastle était entre 0,1 g et 5 grammes. Ils ont critiqué le fait que WWF n'avait pas communiqué sur les 0,1 g, mais sur les 5 grammes, soit la fourchette la plus haute, pour finalement alarmer l'opinion publique. Cette idée des 5 grammes et de la carte de crédit reste ancrée dans l'esprit autant des consommateurs et est toujours massivement relayée par les médias et les institutions. C'est une fake news. L'étude de WWF qui est sortie, on va dire le résultat, entre guillemets, est sorti en 2019. L'étude en détail n'est sortie que 2 ans après, quasiment. Donc pendant 2 ans, on n'avait rien eu, mais entre 2019 et 2021, il s'est passé quoi? La loi AGEC. Donc vous avez quand même, au moment de la loi AGEC, WWF qui vous sort une étude, la carte bleue, on avale l'équivalent d'une carte bleue, voire un cintre tous les mois, voire d'autres choses. Et donc à partir de là, tout le monde s'est jeté dessus, et c'est vrai que c'est parlant. Et au final, bon, nous on voit ça, on dit écoutez, très bien, on voit le résultat, mais on dit mais où est l'étude? Il n'est toujours pas publié, on attend 2019, 2020, 2021, l'étude sort, et dès qu'il sort, vous avez des scientifiques qui commencent à regarder l'étude et qui ont dès 2021, des nouvelles études sont sorties en disant que c'est n'importe quoi. Enfin, il y a des erreurs de calcul monstrueuses. Les microplastiques représentent quasiment rien. Et d'ailleurs, les études le reconnaissent. Ils disent ils ne prennent pas en compte, en fin de compte, d'autres particules qui nous entourent, comme les silicates, etc., les poussières ou d'autres poussières qui sont autour de nous. Et ils sont focalisés sur quelque chose qui, au final, ne représente, on va dire, rien, quoi. Donc après, il y a eu d'autres études qui ont eu, certains disaient c'était 1 grain de riz par an, d'autres c'était avec des mesures différentes, mais on était bien loin, on va dire, de ça. Cet article-là a été remis en question par les auteurs eux-mêmes. En fait, il y a eu une erreur de calcul. Donc, dans cet article, nous, on ne le cite plus. Alors, ça peut se produire dans la recherche. Comme je disais, les articles sont évalués par des pairs, mais il peut y avoir des articles qui passent et qui ont des erreurs. Donc, il y a eu une remise en cause de ce résultat. Alors, malheureusement, ce résultat, c'est une valeur qui est encore très utilisée. Mais en tant que scientifique, nous, on ne cite plus cette étude parce qu'on sait qu'elle a des biais importants. Je crois que le rapport de l'EFSA qui est paru le mois dernier le montre.
il reste encore beaucoup d'interrogations parce qu'il manque cruellement d'harmonisation au niveau des protocoles utilisés pour tester justement l'impact de ces plastiques, de ces microplastiques. Je m'en suis rendu compte moi-même à l'échelle de mon laboratoire. En fait, quand vous voulez tester l'impact de microplastiques, il faut les produire. Et les produire, ça veut dire qu'il faut déployer des systèmes de broyage assez puissants et assez broyage intensif pour aller du polymère au microplastique. Il est possible des fois d'introduire des polluants qui se trouvent sur le matériel que vous utilisez et finalement le microplastique aura sa propre toxicité, je n'en doute pas, mais aura également, on aura rajouté la toxicité des matériaux qui auront servi à l'abrasion. L'OMS en 2022 s'est exprimé à ce sujet. Ils ont indiqué qu'il n'y avait pas assez de données pour caractériser un risque et avaient émis quand même un principe de précaution. Et là, dernièrement, en octobre 2025, le European Food Safety Authority a publié un communiqué dans lequel elle indique que sur un panel d'études qui ont été publiées entre 2015 et 2025, ces études ne permettaient pas de conclure à un risque avéré d'ingestion de microplastiques, ni non plus à l'absence de risque. C'est donc une décision importante parce que finalement, elle remet en cause la fiabilité et la crédibilité de ces études sur lesquelles les ONG se fondent depuis plusieurs années pour finalement diffuser des messages alarmistes à l'attention de l'opinion publique, des consommateurs, etc. Ce qui explique également peut-être la réussite de cette campagne, c'est le fait qu'elle ait été adaptée aux spécificités culturelles de certains pays, comme par exemple l'Asie, mais également l'Espagne, avec des messages en espagnol, et sa diffusion mondiale, comme par exemple à Hong Kong sur un écran géant. Également la diffusion de messages publicitaires à l'occasion de matchs de football. Des dépliants ont été adressés aux influenceurs, les incitant à se prendre en photo en train de manger une carte de crédit. Finalement, l'ensemble de cette campagne, de ce discours, de ces messages ont été repris massivement par les médias. Alors les médias spécialisés, mais pas seulement, les médias également nationaux. Cette campagne a en plus acquis une portée internationale et mondiale. À ce jour, aucun industriel, qu'il soit pétrochimiste, plasturgiste ou metteur en marché, n'a pu mener une telle campagne. Et surtout, il n'y a pas eu, malgré les controverses autour de ces 5 grammes, il n'y a pas véritablement eu de contre-attaque. L'industrie des plasturgistes, je pense qu'il faut rappeler quand même que ce sont des PME, voire des TPME de moins de 50 salariés. Le souci autour de la guerre informationnelle autour du plastique, c'est que les opposants au plastique vont cibler les industriels du plastique au sens large. Alors, soit directement les pétrochimistes, soit les metteurs en marché, soit ils vont faire un tout, donc y compris les industriels de la plasturgie, sauf que ces industriels de la plasturgie n'ont pas du tout les mêmes moyens que les pétrochimistes, les metteurs en marché, mais également que les ONG. Nous avons contacté le WWF par courriel. Dans un premier temps, ils nous ont répondu qu'ils étaient intéressés par la démarche et dans un second temps, qu'ils n'avaient pas le temps à nous octroyer pour participer à notre documentaire. Quelques semaines plus tard, la vidéo YouTube de l'émission 28 minutes d'Arte, dans laquelle Rosalie Mann avançait que nous ingérerions l'équivalent d'une poupée Barbie par semaine, a été retirée. Était-ce le fruit d'une erreur technique ou d'un choix éditorial volontaire? Dans tous les cas, cela ressemble beaucoup à ce que nous appelons un endiguement cognitif, c'est-à-dire une manière de faire disparaître la réalité. Début 2026, le Guardian, un journal anglais, a publié une mise au point fort rare sur les microplastiques dans les corps humains. Le journal est très explicite dans son propos. Le problème n'est donc pas l'existence des microplastiques, mais un autre aspect qui est la solidité de certaines affirmations sur la quantité de microplastiques, sur les conséquences sanitaires de cette présence de microplastiques dans l'organisme, qui sont ou ont été fortement médiatisés. Ces résultats spectaculaires sont aujourd'hui contestés dans la littérature scientifique elle-même.
And what are the kinds of specific criticisms that scientists have come up with against some of these studies? One of the main problems that got pointed out to me was a problem of false positives. Some of those fragment molecules can also be produced by fat, which is obviously present in the human body. But there were other things as well. You know, people complained that the blanks hadn't been done properly. There was also concern that spiked samples hadn't been used in some cases, and that's where you put a known amount of plastic into a sample and then run it through your procedure and see if you get the right number out at the end. It sounds like there are potentially multiple issues with some of these studies, and as you say, even basic techniques to avoid plastic contamination might not have been done. And I think kind of somewhere in that mix of different expertise, when the subject is so new that there is no kind of established protocols, that you end up with things getting through peer review that perhaps in retrospect might not have done. One specific conversation I had asked this eminent professor, how worried should the public be? And she said, honestly, I don't know. We don't have the evidence. Microplastics and nanoplastics are almost certainly in the human body. The question is, we don't know how much, we don't know where it is in any great detail, and we don't know what the impact of that has. And I think what my reporting hopefully brought through was that some of the earlier studies, some of the most high-profile studies, were probably not as reliable as we thought they were. Ce que dit le Guardian est à mettre en lien avec les résultats du sondage que le Centre de recherche appliquée de l'École de guerre économique a réalisé en janvier, rendu public le 20 janvier. Il indique en effet que 52% des Français déclarent que la confiance repose d'abord sur des preuves visibles et des faits vérifiables, mais c'est à mettre en lien avec un résultat qui est fortement problématique et qui doit nous interroger tous, c'est que 56% des Français jugent que le débat public alimente davantage la confusion que la compréhension. Les agriculteurs, ça touche les gens. La France a été le premier pays européen, et le seul même aujourd'hui, à avoir pris une vraie législation sur l'interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes lors de leur présentation en magasin. Et donc nous, on avait, on va dire, un adhérent, deux adhérents d'ailleurs, qui étaient concernés par ça, parce qu'ils fabriquaient ces emballages pour ces produits. Mais pour appliquer la loi, il fallait un décret. Et donc le gouvernement a publié un décret. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ? Là, par contre, on peut agir, on peut attaquer un décret. On a saisi le Conseil d'État. Le décret a été annulé. Très bien, on était très contents, on s'est dit c'est bon, ils ne vont pas recommencer une deuxième fois. Ils ont repris un nouveau projet de décret. Monsieur Béchu, le jour où on a fait annuler le premier décret, a dit je vais prendre un décret encore plus sévère que le précédent. C'est sur Twitter, c'est sur X. L'idéologie même passe au-dessus même des règles de droit, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le fait vraiment absolument qu'ils voulaient interdire les emballages plastiques pour les fruits et légumes, c'était violer la réglementation européenne et violer même un ordre donné par la Commission européenne et par le commissaire européen. Là, on s'est dit, on va réattaquer, sauf qu'entre-temps, en fait, on a eu un de nos adhérents, l'un des adhérents qui était concerné, qui en fait travaille pour des clients, il travaille pour des producteurs de fruits et légumes, et en fait, il nous a mis en contact. Un producteur d'haricots, M. Pascal Dupré. J'appartiens à une espèce en voie d'extinction. Il y a de moins en moins d'agriculteurs et les raisons sont très très simples. Quand les enfants voient leurs parents trimer toute leur vie sans résultat, ils n'ont qu'une envie, c'est de respecter évidemment le travail de leurs parents, mais c'est de se sauver et faire autre chose. Donc là, nous arrivons à Orsonville, qui est ma commune, qui est une petite commune des Yvelines, et par contre qui a la particularité d'être très agricole. Nous sommes évidemment plus beaucoup d'agriculteurs, mais nous avons la chance d'avoir une concession agricole assez puissante, voire très puissante sur ce lieu. Alexandre, essayez de m'appeler. Donc nous avons aujourd'hui le privilège d'être sur une jolie plaine qui est assez agréable, c'est un peu boisé, et c'est surtout un espace cultivé important et significatif. Au loin, là, vous voyez donc des éoliennes, et ces éoliennes sont installées aujourd'hui depuis, je crois, autour de 3 ans. Il ne faut surtout pas oublier que les pales sont faites en matière composite,
donc appelé autrement plastique. Le plastique aujourd'hui est partout dans notre société, surtout dans toutes les énergies renouvelables dont nous sommes très contents de mettre en place. Mon sujet principal, c'est le fonctionnement des sols, en particulier des sols agricoles, avec les contraintes anthropiques, donc changement climatique et pollution. La quantification des microplastiques dans les sols est compliquée par le fait que c'est une matrice solide qui contient à la fois des éléments minéraux, majoritairement des éléments minéraux, qui contient des matières organiques qui proviennent des végétaux par exemple, et qu'il va falloir différencier des composés synthétiques qui proviennent des plastiques. La très grande quantité de plastiques qui sont utilisés sur les exploitations agricoles, que ce soit les bâches plastiques, les serres, qui pendant leur utilisation, c'est pas juste une question de savoir retirer la bâche ou la serre, c'est pendant leur utilisation, on sait que les rayonnements UV, ça va dégrader le plastique, ça va dégrader la surface et ça va émettre des microplastiques. Ce sont des protocoles assez lourds en effet, à la fois de prélèvement pour que ce soit significatif, parce que si on veut étudier un champ, c'est pas mélangé, c'est pas homogénéisé comme un échantillon d'eau, donc il va falloir faire des prélèvements statistiques pour avoir une visibilité de la totalité du champ. Il va falloir éliminer les matières organiques naturelles pour qu'elles n'interfèrent pas avec les analyses. Ça, c'est vrai pour toutes les études de microplastiques. Dans les laboratoires ou dans l'environnement, on utilise beaucoup de plastique. Donc, pour être sûr que les plastiques qu'on analyse étaient bien dans l'échantillon de départ et n'ont pas été apportés par tout le protocole analytique, on effectue donc des analyses d'échantillons contrôle. Donc aujourd'hui, il y a des groupes de normalisation au niveau français et européen pour développer ces méthodes de normaliser sur l'analyse des sols, mais elles ne sont pas encore en place. Je ne sais pas si les jours d'emballage plastique sont comptés, mais ce que je sais, c'est qu'une surréglementation franco-française, mise en application au 1er janvier 2024 avec la mise en application de cette loi dite AGEC, nous a amené à des distorsions complètement folles. Aucune étude d'impact n'avait été faite et aucun système de remplacement. Environ 80% des fruits et légumes qui sont produits en France sont vendus dans des rayons libre-service de GMS. Tous ces rayons libre-service font que le produit est systématiquement souillé. Numéro 2, quoi qu'il arrive, mes clients ne partiront pas avec mes petits haricots verts dans leur poche. Ils les mettront systématiquement dans un sachet. Numéro 3, le fait d'avoir brassé les produits va amener à les abîmer. Ça amène à quoi ? Ce qu'appelle vulgairement, ou plutôt techniquement, un distributeur, de la démarque, en l'occurrence de la gâche alimentaire. C'est une gabegie et une perte d'énergie. Quand je parle d'énergie, non seulement d'énergie humaine, mais d'énergie à l'état pur. Tant que notre énergie est gratuite et qu'on paye de l'élec pas trop cher, tout va bien. Le jour où ça changera, il faudra se poser les bonnes questions. L'arrêt du sachet plastique a été de dire qu'est-ce qu'on peut faire comme autre type de sachet. Alors nous avions le droit, l'an passé, d'utiliser des sachets type papier, dits en hydrate de cellulose. Le nom est sympathique. Il n'empêche que la première chose que je suis allé voir, c'est quelle était la définition d'un plastique. La définition d'un plastique est la suivante. Tout polymère d'origine naturelle ou non, chimiquement modifié, est appelé plastique. L'hydrate de cellulose était toléré, mais c'est aussi un plastique et pour le coup, un retraitable derrière. Donc pour l'enfouissement que nous sommes très capables de faire en France, c'est très bien, ça pose pas de problème. Ou pour le brûler, c'est aussi pas mal. Par contre, pour le recycler, c'est strictement impossible. Certains plastiques ne se recyclent pas ou très mal. Dans un premier temps, j'ai travaillé dans des grosses sociétés, dans les multinationales comme Dow Chemical, Hellenic, qui est le pétrolier italien. Avec des investisseurs, on a racheté un petit recycleur. Ça a été une expérience passionnante. Ensuite, les associations. Donc, on a créé toutes les associations de recyclage. Plastic Recyclers Europe, par exemple, qui est le gros représentant des recycleurs à Bruxelles. Il y a Petcore Europe.
Une fois qu'on avait vendu notre unité de recyclage, j'en ai été le directeur général. Et là, on est passé de 20 membres à 200 membres, ce qui a fait de nous le centre de compétences du PET en Europe. Le plastique, c'est un peu comme le métal. Vous avez de l'or, vous avez du plomb, vous avez ce que vous voulez. Hein. Et dans le plastique, c'est pareil. Dans le recyclage, le PET se recycle extrêmement bien, mais vraiment bien. C'est-à-dire que vous nous donnez du PET, on va le recycler. En revanche, on ne peut pas plaisanter avec le contact alimentaire en recyclé. On ne peut pas plaisanter. Donc il n'y a pas de normes ou pas de normes, si vous voulez. Il faut que ce soit parfait. Le recyclage est également concerné par des campagnes informationnelles, ou en tout cas des attaques informationnelles. Pour certains, c'est évidemment une fausse solution et c'est surtout du greenwashing, une manière de tromper tout simplement. Certains utilisent, par exemple, qualifient le recyclage de mythe. Il y a certainement une assimilation entre ce qui a été dénoncé aux États-Unis, à savoir un complot dans les années 70-80 mené par les pétrochimistes pour mettre en place le recyclage, alors qu'ils savaient, à l'époque en tout cas, que le recyclage n'était pas la solution et que ça ne réglerait pas la solution, en tout cas de la pollution. On parle également de désinformation aux États-Unis. Certains l'ont dénoncé et il y a eu des documentaires à l'appui avec des témoignages des pétrochimistes de l'époque qui confirment effectivement qu'à l'époque, ils savaient que c'était une tromperie, en tout cas, que c'était pas forcément la solution. Et ce qui s'est passé aux États-Unis a tendance à être effectivement déplacé en Europe et en France. Certaines organisations environnementales reprennent ce scandale américain et le transposent en France, alors que la situation est complètement différente. C'était du greenwashing avant l'heure. C'est vrai, et ça a causé énormément de préjudice en termes d'image, chose qui est aujourd'hui maintenant utilisée par les ONG françaises aujourd'hui en disant « Regardez, rappelez-vous, il y a 20 ans, 30 ans, ils ont reconnu même, ou il y a eu même des anciens de l'industrie chimique plastique américaine qui ont reconnu que c'était une arnaque ». Là, aujourd'hui, on est dans une configuration totalement différente. Le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballage, qui est quand même sorti, publié en février 2025, il prévoit qu'à partir de 2030, tous les emballages plastiques, à part quelques exceptions, notamment les emballages médicaux, mais globalement, tous les emballages plastiques devront contenir un certain pourcentage de plastique recyclé. Qu'on supporte cette mesure ou pas, si on ne le fait pas, si on ne démontre pas ça, l'emballage n'est pas mis sur le marché. Donc là, c'est une question de vie ou de mort, le recyclage. La campagne de VVF est une campagne qu'on peut qualifier de réussie en guerre de l'information, une campagne très efficace. On a pu observer d'autres moyens mis en œuvre par les opposants au plastique, comme par exemple la publication de l'Atlas du plastique par la fondation allemande Heinrich Böll, la publication d'une bande dessinée, comme par exemple le Plastic Tac, Tic Tac, financé ou pas, mais en tout cas, Heinrich Böll est impliqué dans la production de cette bande dessinée. La fondation Heinrich Böll est quelque chose qui est financé par l'Allemagne, par des fonds fédéraux allemands, qui est affilié au Parti vert allemand et qui a fait de l'ingérence étrangère contre le nucléaire français pour torpiller le nucléaire français par des actions d'influence. On ne va pas dire que c'est que eux qui y ont réussi, mais ils ont contribué, ils ont travaillé pour ça. Cette fondation, elle a sorti, on va dire, aux alentours de AGEC, un truc qui s'appelait l'Atlas du plastique. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient sorti quelques années avant un truc qui s'appelait l'Atlas de l'énergie. Donc en fait, on est quasiment sur les mêmes méthodes et les mêmes choses. Et dans l'Atlas du plastique, ils disent, voilà, la France et l'Allemagne devraient travailler ensemble pour réduire la production, réduire tout ça, enfin bref. Et là où c'est quand même étonnant, c'est que autant le nucléaire, l'Allemagne n'avait pas d'atome crochu, si je puis dire, avec le nucléaire, mais par contre, sur la partie plastique, c'est le numéro 1. Nous, on est numéro 3, donc numéro 2, c'est l'Italie. Ils auraient tout intérêt à ce qu'en fin de compte, les industriels français abandonnent le plastique, ou en tous les cas de produire, en tous les cas du plastique. Et je me suis dit que là, c'était une méthode pour ensuite récupérer les parts de marché, parce qu'au final, les Allemands ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'avec la réglementation européenne, un produit légalement fabriqué dans un pays de l'UE ne peut pas être interdit. L'Allemagne a toujours été plus compétitive que nous, parce qu'ils ont une politique nationale, c'est une politique gouvernementale, pour que les industriels soient plus compétitifs que les autres.
Il faut jamais l'oublier, ça. C'est une politique gouvernementale. J'ai même connu des industriels qui m'ont dit, mais dis donc, à force de tuer nos concurrents étrangers, on va finir par plus avoir de clients. Ils en sont totalement conscients. Mais nous, en France, on dit, il faut que les entreprises perdent de l'argent. Les entreprises, c'est des profiteurs, c'est des salauds, c'est des machins. On n'est pas du tout dans le même registre. Et d'ailleurs, vous verrez souvent que les sociétés françaises sont achetées par des sociétés allemandes. Elle va fermer, mais évidemment, la moitié de l'usine française, elle va faire un peu de trucs, elle va bricoler et transférer une partie de son business en Allemagne. Et c'est tout à fait classique. Les intérêts allemands pour le plastique sont majeurs, comme l'a prouvé d'ailleurs les actions de l'Allemagne lors des négociations du PPWA. Une des hypothèses évoquées dans le rapport est que l'Allemagne tente de déstabiliser la filière de la plasturgie, la filière du plastique en France, pour rester leader dans ce domaine. Les bioplastiques sont également concernés par des campagnes informationnelles, notamment de la part de certaines organisations environnementales qui dénoncent une fausse solution. Parmi ces ONG, on peut distinguer celles qui sont, on va dire, très hostiles aux bioplastiques, qui sont assez extrêmes dans leur message, et d'autres ONG qui vont être un peu plus ouvertes, notamment aux bioplastiques à base de matières organiques comme les algues. Par exemple, une campagne contre les bioplastiques, celle menée par Surfrider Foundation, dans le cadre de sa campagne Break the Plastic Wave, donc qui dénonce certaines pratiques, notamment l'utilisation des bioplastiques comme étant une fausse solution. Les plastiques biodégradables, en France, non, c'est pas bien vu du tout. Après, je vous cache pas que dans les biodégradables, on peut encore aujourd'hui, et sans doute que demain, ça sera toujours présent, tomber sur des faux biodégradables. On en voit passer, moi j'en ai, je les montre à mes étudiants, évidemment je les reconnais immédiatement, avec des fausses allégations, des fausses revendications. C'est vrai que des fois je me dis que c'est difficile, quelqu'un qui est tombé, qui a fait cette expérience-là, qui est tombé sur un faux biodégradable, peut-être qu'il est à vie, il sera contre les biodégradables. Quand on parle de plastique biodégradable, ce sont dans des conditions de compostage industriel avec des montées en température à plus de 70 degrés en général. Et pour ce qui est des plastiques compostables, c'est aussi dans des conditions un peu idéales qu'on ne retrouve pas forcément dans les vrais environnements. Donc là, il y a pas mal d'études aussi qui montrent que les plastiques biodégradables, en tout cas dans l'environnement, ne se biodégradent pas. C'est pas parce qu'ils sont dits biodégradables qu'ils vont se dégrader dans l'environnement. Et ça a semé pas mal de confusion. On ne peut pas demander aux consommateurs de savoir différencier un vrai sac biodégradable d'un sac conventionnel, et on se retrouve du coup avec des pollutions importantes. Donc la solution, c'est vraiment de réfléchir, est-ce que l'objet en plastique est essentiel ou pas ? Et donc c'est comme ça que l'Union européenne a déjà pu interdire un certain nombre de plastiques non essentiels, notamment les plastiques à usage unique, les sacs plastiques. Mais on voit bien que c'est pas suffisant. C'est plutôt vers la prévention en fait des déchets qu'il faut aller, qui est un des principes de l'économie circulaire. L'économie circulaire, on commence par prévenir la formation de déchets en réemployant, réutilisant, réparant les objets. Donc aujourd'hui, le plastique doit aller vers le réemploi. On doit le réemployer. Aujourd'hui, on a toutes les solutions pour les réemplois, mais du plastique. Pourquoi on parle toujours du plastique ? Parce que le plastique, c'est quand même plus léger. C'est quand même les taux les plus bas de CO2 qui puissent exister. Et ça, il n'y a rien à faire. On parle toujours de verre, de métal. Vous avez déjà l'aluminium, je ne vais pas vous en parler, c'est même pas la peine d'y penser. Et il existe des technologies, comme par exemple, vous voyez bien ce bol, vous le recouvrez. Vous le recouvrez comme ça et vous mettez une couche barrière à l'intérieur et une couche extérieure pour éventuellement marquer, je sais pas, vous pouvez mettre Coca-Cola, Nestlé, Danone, ce que vous voulez derrière. Vous enlevez ces couches industriellement et vous retrouvez
votre bol, votre pot de yaourt, vous l'êtes de façon impeccable. Et ça se fait. Mais personne n'est au courant. Et personne ne cherche. Outre ces différents moyens déployés par les anti-plastiques, on peut observer une véritable organisation, une coordination de ces acteurs. On peut par exemple citer la coalition, enfin le mouvement Break Free from Plastic, qui regroupe 3500 organisations. Donc dans ces conditions, au regard et des moyens déployés et de cette coordination remarquable de ces acteurs, on peut s'interroger sur leur financement, qui finalement finance ces acteurs et au bénéfice de qui. On a pu observer que certaines ONG étaient financées par des États. Est-ce qu'il n'y aurait pas également d'autres industriels qui pourraient financer ces campagnes contre le plastique ? Les gens aujourd'hui, et malheureusement les médias et les ONG, utilisent et mettent un titre choc parce que ça fait une pub et ça permet de se montrer. Et en fin de compte, ils utilisent la science pour leur propre notoriété. Sauf que ce qui est en train de se passer, et c'est très très grave, c'est que ça va ruiner la confiance, on va dire, du citoyen vis-à-vis de la science. Quand déjà on ne sait pas comptabiliser, on ne peut pas venir faire une relation de cause à effet entre même une maladie et, on va dire, un microplastique ou autre chose. Donc à partir de là, c'est la science aujourd'hui qui est la grande perdante du plastic bashing au final. Les industriels sont très présents sous la forme de lobby et font parfois pression sur les scientifiques. Alors je ne parle pas des industriels en général, je parle des lobbies qui sont présents dans ces réunions. Ils vont quand même fonctionner sur le déni de la science. Donc on a quand même beaucoup de désinformation de la part des industriels quand ils sont organisés sous la forme de lobby. Ce qui ne veut pas dire que tous les industriels ont cette position-là, et on voit bien que les industriels, certains sont prêts aussi à changer les choses parce qu'ils entendent les alertes des scientifiques. Ce que je trouve vraiment important, c'est de s'appuyer sur les résultats scientifiques, de rappeler à ceux qui vont décider, mais également au grand public, aux ONG, qu'il y a des gens qui travaillent de façon rigoureuse en fait, et que des impressions, des pressentiments ne pourront jamais remplacer des résultats scientifiques obtenus de façon indépendante et rigoureuse. Voilà, pour moi, revenir aux résultats et aux données et voir ce que disent ces données. Et puis, éventuellement aussi, regarder aussi les pays où ça marche et se demander, mais pourquoi ça marche ? Ah ben oui, ça fait 25 ans qu'ils utilisent des matériaux biodégradables pour collecter les biodéchets. Il y a peut-être un lien. Si on veut sortir de ce processus de confusion et d'incompréhension, il est fondamental que tous les acteurs qui se piquent de science se piquent aussi de rigueur et de sérieux. La science ne se résume pas à un slogan, c'est une méthode, une rigueur, une démonstration.